Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici tout de suite les titres. Après le débat sur sa double nationalité, Rose Wardini, candidate à la présidentielle initialement prévue le 25 février de ce mois, retire sa candidature. Une décision motivée selon elle par une réflexion approfondie sur la situation du pays et son désir de préserver la paix sociale. Rose Wardini estime également que l'élection présidentielle doit se tenir avant le 2 avril. Et après être resté 6 mois sans salaire, le collectif des concessionnaires du nettoiement décrète une grève illimitée pour exiger le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Aucun ramassage d'ordures ne sera effectué jusqu'à nouvel ordre, selon le collectif qui dénonce le non-respect des engagements de l'État du Sénégal. Et au lendemain de l'accident mortel qui a tué 3 personnes à Koloban, retour sur les lieux du drame, la vie y a repris son cours normal. Sur place, les vendeurs, encore sous le choc, admettent être conscients du danger qu'ils côtoient en permanence. Dans ce journal également, le tour d'Europe des Lions, nous irons en France, en Angleterre et en Italie avec Cher Diop. Après la controverse autour de sa double nationalité, Rose Wardini, candidate à la présidentielle initialement prévue ce 25 février, se retire de la course. Le retrait de sa candidature, selon elle, motivé par une réflexion approfondie sur la situation du pays et son désir de préserver la paix sociale. Rose Wardini estime également que l'élection présidentielle doit se tenir avant le 2 avril. Je vous propose de l'écouter au micro de Ndeyanta Diop. Décidé en toute souveraineté et après une large concertation avec mes compagnons du mouvement Sénégal Nouveau, mes parents et amis, de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le jour finira par se lever très bientôt sur une certitude, la renonciation à cette nationalité tant décriée. Toutes les preuves attestant de la sincérité de ma déclaration sur l'honneur seront tenues à la disposition du juge. La paix et la réconciliation de tous les enfants de ce pays sont très largement au-dessus de toute ambition. C'est pourquoi j'ai décidé de renoncer aux miennes en espérant que cela facilitera la continuation du processus électoral dans un climat apaisé et que les élections puissent se tenir avant le 2 avril 2024. La situation politique du pays fait également réagir le diocèse de Thiès. D'après Monseigneur André Gueye, un dialogue est nécessaire pour sortir de cette impasse et pour lui, la paix et la stabilité du Sénégal valent tous les sacrifices. L'évêque de Thiès a également condamné les propos de Moustapha Diakhaté à l'endroit de Monseigneur Benjamin Ndiaye qui n'a fait, selon lui, que rappeler la sacralité du respect de la Constitution. Les détails avec nos correspondants à Thiès, Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. L'Église catholique du Sénégal réitère son attachement à l'unité, seul gage d'une paix durable. Politique, société civile, bref, le peuple dans son entièreté est appelé à y œuvrer. À l'autorité compétente, nous l'avons tous entendu, le Conseil constitutionnel a parlé. À l'autorité compétente, aux politiciens et aux acteurs de l'élection, de s'entendre. Et pour s'entendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Sinon, qu'est-ce que nous fait? Il faut dialoguer, s'ouvrir à l'autre, s'écouter mutuellement. C'est ça notre synode, l'écoute mutuelle. Face aux fidèles, le prêcheur se veut l'avocat des chefs religieux souvent voués aux gémonies dans leur prise de position. Amna ñuy ñaawlu ba di sandi kaddu yo xamni man dama japp ne tegginewul jëmele ko ci suñuy kilifa diine. Amna ñuy wérante ci chrétien yi dañuy tontu wala duñu tontu. Mani nañuy wormal suñuy kilifa diine. Nañu respecter suñuy kilifa diine.
Abordant le thème du pèlerinage, le prêtre demande à l'Assemblée ecclésiastique à marcher avec Marie, mère de l'Église. Convertissons-nous et croyons à l'Évangile. Dans la mouvance de la nouvelle évangélisation, nous faisons face à des temps nouveaux, oui, dans notre contexte africain et plus particulièrement dans notre diocèse. Que ce désert du synode nous permette profondément à en dessiner les contours, les enjeux et surtout leurs richesses pour que notre foi soit illuminée par la lumière divine à l'instar des premiers chrétiens. Le pèlerinage diocésain des jeunes et adultes était une occasion pour les fidèles catholiques de Thiès de communier avec leurs frères venus d'autres diocèses. Des propos recueillis donc lors du pèlerinage diocésain de Thiès, c'était Atta Mont-Roland. Le maire de Saint-Louis, lui aussi, se prononce sur la situation politique du pays. Mansour Faye a évoqué plusieurs sujets d'actualité tels que le report de la présidentielle, l'organisation de concertation entre autres. Le coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar appelle à l'apaisement pour la stabilité du pays. Mansour Faye est au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Momar Alessian. Il a été question pour nous, il était opportun que nous soyons en mesure d'expliquer aux militants les tenants et les aboutissants de ces différentes péripéties pour que tout le monde puisse comprendre réellement ce qui s'est passé, évitant des interprétations, évitant la pollution, mais aussi évitant ainsi la manipulation. Il était quand même opportun que moi je puisse communiquer, que l'ensemble de nos responsables à travers les communes, que ce soit les maires des communes de Fass, de Pal, de Gandong et les représentants de la commune de Ndiébène-Gandiol, que nous puissions échanger pour que nous soyons alignés et ce qui a été fait. C'était aussi une occasion pour tous les militants. Attention, la coalition Benno Bokk Yakaar a son candidat qui se trouve être le Premier ministre Amadou Ba à l'heure où je vous parle. Et soyons prêts pour aller aux élections, quelle que soit la date qui sera fixée. Et vous avez bien compris, vous avez bien vu, vous avez remarqué, même si les élections vont se tenir demain au Sénégal, à Saint-Louis, le département, nous sommes prêts pour y aller et pour gagner ces élections-là. Je vous lisais dans les titres au lendemain de l'accident mortel qui a eu lieu à Colobane. La vie a repris son cours normal. 3 personnes y ont perdu la vie et sur place, les vendeurs, encore sous le choc, admettent être conscients du danger qu'ils côtoient en permanence. Fatimata Bintouba et Augustin Mandan. Dans un décor un peu particulier, entre l'occupation anarchique de la voie et des étals qui débordent, le danger est permanent, mais les vendeurs de friperies continuent leurs activités. L'incident qui a coûté la vie à 3 personnes est déplorable, selon Moussa Thiam, qui reconnaît que leur vie est menacée. C'est une première depuis 20 ans. Tout ça relève de la volonté divine, bien vrai que le marché est étroit, car tout le monde vient acheter ici leurs bagages, donc la sécurité fait défaut. Entouré de sacs de friperie, Sayer est l'un des délégués du marché. Il renvoie tout à la volonté divine. Pour lui, la sécurité est bien assurée. C'est Dieu seul qui assure notre sécurité et c'est une première dans l'histoire de Colobane. Alun Badaregui est confortablement assis sur des sacs. Il est rassuré. L'insécurité, c'est partout. Presque tous les marchés sont dans les trottoirs. Moi, je pense pas. Déjà que je m'allonge souvent ici, donc je ne crains pas pour ma sécurité. Le risque est permanent au rond-point Colobane. L'occupation anarchique constitue un réel danger pour les vendeurs de friperies qui disent ne pas avoir le choix. Et c'est un véritable drame qui s'est produit à Ziguinchor. Un jeune bachelier s'est noyé dans le fleuve Casamance à hauteur du quartier Goumel. La jeune victime s'était rendue sur les lieux pour se baigner après un match de foot. Son corps a été sorti par les sapeurs-pompiers. Sa famille
et ses proches sont inconsolables. Hassan Ba et Daouda Sambou. C'est une famille dévastée qui s'est ruée vers la place de Goumel après l'annonce de la découverte du corps de Mathias Antoine Prera, le jeune bachelier qui s'est noyé dans le fleuve Casamance. La tristesse était le sentiment le mieux partagé au moment où les sapeurs-pompiers faisaient entrer le corps sans vie dans leur véhicule. Sa marraine se confie avec un cœur meurtri. C'est mon fils, mes jumeaux se sont séparés à jamais. Hier, il est venu chez moi pour me dire qu'il va partir à l'université. Quelque temps après, on me dit qu'il s'est noyé. Mon cœur a failli lâcher quand j'ai appris la nouvelle. Mon fils est parti, je me remets au bon Dieu, qu'Allah l'accueille dans son paradis. J'ai travaillé dur dans les séminaires, même la nuit, pour la réussite de mes enfants. J'étais fier quand j'ai appris qu'il a eu le bac. Aujourd'hui, l'université est devenue le fleuve. liggéey naa séminaire ndax xale yi sonn naa séminaire ndax xale yi fanaan naa séminaire ndax xale yi sama doom yi réussir mu am bac mu ñëw wax ma kontaan ay am naa ndam tey sama université géej la. Son meilleur ami Mam Cheikh Wade, toujours sous le choc, revient sur les circonstances qui ont conduit la mort du jeune bachelier dans le fleuve Casamance. On était hier à la maison vers 14h moins. Il m'a dit qu'il va au foot avec ses camarades. Je lui ai dit ok, pas de problème. Il est parti avec ses camarades. Une fois fini de jouer, ils se disent qu'ils vont venir à la plage pour se laver. Ses camarades ont passé à côté pour chercher de l'eau à boire. Et il est parti sans ses camarades. Ainsi qu'il a trouvé la mort. Fraîchement orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la jeune victime devait rejoindre Dakar dans les prochains jours. Je l'annonçais tantôt, après être resté 6 mois sans salaire, le collectif des concessionnaires du nettoiement se braque et décrète une grève à partir de ce jour, une grève illimitée et aucun ramassage d'ordures ne sera opéré jusqu'à nouvel ordre. Le collectif dénonce le non-respect des engagements de l'État et exige le paiement de ces 14 milliards d'arriérés. Explication, Mamsena Boubabou. Ils réclament plus de 14 milliards de dettes à l'État. Les concessionnaires du nettoiement montent au créneau. D'après eux, les autorités ont coupé le robinet depuis juillet 2023. Après plusieurs rencontres avec les autorités depuis le mois de juillet 2023, ils nous ont orientés vers des institutions financières de la place pour des avances sur facture que l'État garantira le remboursement par le biais du ministère des Finances et du Budget en fin d'exercice 2023. Les banques ont donné des avances sur des attestations de créances. Cependant, à notre grande surprise, certaines banques nous ont fait savoir qu'à la fin de ce mois, tout paiement crédité sur le compte de ces concessionnaires sera bloqué. Autre chose que le collectif dénonce, c'est le non-respect des engagements de l'État, plus particulièrement ceux pris par le ministère des Finances et du Budget vis-à-vis d'eux. Nous avions eu les accords suivants. Paiement intégral de la dette de 2023 sur le budget initial de 2024 avant le 20 janvier afin de solder intégralement la dette. Émission d'une lettre pour nous désengager des banques par rapport aux avances sur facture. Depuis lors, nous n'avons vu aucun changement de la situation. Après plusieurs alertes pendant plus de 2 semaines, le collectif des concessionnaires du nettoiement passe à l'action. Il décrète une grève illimitée à compter de ce jour. Nous sommes à l'arrêt à compter de ce jour jusqu'au paiement intégral de la dette du second semestre de l'année 2023 et l'élaboration urgente d'une lettre de confort allant dans le sens d'ôter toute éventuelle responsabilité de remboursement par les concessionnaires pour les crédits contractés vers les banques sur instruction de l'État. Les concessionnaires du nettoiement rangent les balais. Ces travailleurs ne comptent pas reprendre service tant que la dette ne sera pas réglée. Ils lancent un appel aux autorités pour dénouer la crise. Et puis ce ouf de soulagement des populations du village de Ngondiba, c'est dans la région de Kaffrine. Autrefois confronté à un problème d'accès à l'eau, le village dispose désormais d'un nouveau forage d'une capacité de 116 mètres cubes heure. L'infrastructure a été inaugurée par le directeur général de l'OFOR, Office
des forages ruraux et à terme, il devrait contribuer à booster le maraîchage dans la zone Bobakara Falbop et Oumar Ndiaye. Les populations de Ngodiba peuvent pousser un ouf de soulagement. Elles qui, depuis plusieurs années, réclamaient un nouveau forage. C'est désormais chose faite puisque, grâce à l'Office des forages ruraux, un nouveau forage d'une capacité de 116 mètres cubes heure vient d'être inauguré. Forage bi nga xamné jang nañ ci ay kamil jang ci ay yasin ngir ndox. Nous rendons grâce à Dieu parce que pour ce forage, nous avons récité le Coran, nous avons tout fait. C'est ce forage-là que nous avons la chance d'inaugurer aujourd'hui et les techniciens de l'OFOR nous disent qu'il a une capacité de 116 mètres cubes heure. Il fait donc 3 fois le forage que nous avions sur place. Ce nouveau forage va permettre de mieux fixer les jeunes dans leur localité et aux femmes de développer des activités génératrices de revenus. Un collectif de jeunes s'était levé pour fustiger le manque d'eau. À juste titre d'ailleurs, le forage de Ngodiba est un forage qui va permettre de fixer les jeunes dans la localité. Une femme m'a raconté qu'elle a construit sa maison grâce au maraîchage, ce qui est une préoccupation de l'État du Sénégal. Les autorités locales saluent l'implantation de ce nouveau forage et espèrent en avoir d'autres dans la commune où les populations en redemandent encore. Et pendant ce temps, à Mourenda, Pronac a investi 100 millions de francs CFA pour la sauvegarde de la réserve naturelle communautaire de Palmarin. La réserve subit de plein fouet les changements climatiques et c'est pour faire face à cette problématique que l'organisme, dans le cadre du projet ACFAO, Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, a appuyé la réserve dans plusieurs domaines. Voici à ce propos les explications de Mamadou Abdoulaye Sow, coordonnateur des activités de Enda à Pronac, au micro de Muntaga Kane Mamadouba. Tout d'abord, on avait fait un atelier de priorisation. Donc, les premières activités de ce projet ont consisté d'abord le partage du projet à l'endroit des bénéficiaires, mais également à l'endroit des autres acteurs qui avaient prévu d'intervenir. Et ça nous a permis de faire une priorisation des besoins en formation, mais en appui. Et dans cet atelier de priorisation, il y avait différents domaines qui ont été ressortis. Donc, d'investissement. Et il s'agissait un peu dans le cadre de l'halieutique, donc toutes les activités liées à la production de stériculture, mais également à la production de sel, mais également à l'agroforesterie, mais également le suivi et la surveillance pour la biodiversité au niveau de la réserve communautaire de Palmarin. Donc tous les investissements qui ont été faits ont été en tout cas orientés vers ces différents domaines-là pour permettre à ces femmes de faire la transformation, mais également de développer des activités génératrices de revenus autour de la réserve. Ça va faciliter beaucoup le travail parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment un manque de matériel et de moyens à l'endroit de ces communautés. Et là, ça va les aider déjà. On pense que vraiment ça va booster et de mettre un peu à l'échelle toutes ces activités-là qui sont autour de la réserve communautaire. Et dans le cadre d'un programme d'autonomisation des personnes vivant avec un handicap dans la commune de Nguyen, la styliste Oumoussi a fait bénéficier à une dizaine de handicapés une formation de 6 mois sur les techniques de couture traditionnelles. Les handicapés ont profité de cette cérémonie pour affirmer leur volonté de se départir de l'assistance en participant activement à la marche du pays. Une bonne formation sur les arts et techniques traditionnelles du costume et de la parure requiert 3 ans. Mais les couturiers handicapés de Nguyen s'en sont bien sortis avec seulement 6 mois. La maître d'œuvre de l'activité s'en est beaucoup félicitée. Et je suis vraiment satisfaite de ce qu'ils ont fait. 6 mois, ce n'est pas beaucoup. Quand on forme les gens sur les arts et techniques traditionnelles du costume et de la parure, c'est 3 ans. Mais eux, ils n'ont eu que 6 mois. Et ces 6 mois-là, ils ont vraiment travaillé avec les moyens du bord et avec des hauts et des bas. Ils se sont sortis et vraiment, je dis chapeau. Hein. Les handicapés de Nguyen ont affiché leur volonté de dompter le complexe d'infériorité.
Au village, les handicapés étaient cachés dans les maisons. Si on rentrait dans une maison où il y a un handicapé, on n'arrivait pas à le voir. Il était tout à fait caché au fond. Maintenant, on est sorti, on veut lutter contre ce phénomène. On veut faire ressortir tous les handicapés. Parce qu'on sait que l'handicapé n'est rien d'autre que le regard de l'autre. Tout le monde est handicapé. Chacun a son handicap. Mais on peut le voir comme on peut ne pas le voir. Nous, on est handicapés physiquement, mais pas moralement. On s'est dit que nous, on va travailler. On va cesser de tendre la main dans la rue. On peut travailler comme tout le monde. Tout travail que la personne physique est en train de faire, l'handicapé peut le faire. Ces handicapés qui se sont félicités de la sociabilité des transporteurs de la zone réclament des moyens devant leur permettre d'impliquer leurs pareils habitant dans des zones les plus reculées. Les bureaux opérationnels de suivi du PSE et Petrosen ont signé une convention de partenariat portant sur la construction d'une usine de production d'engrais, en particulier d'urée, au port de Ndayane, d'un coût de 1,52 milliard de dollars. Le projet va durer 4 à 5 ans. Aïssa Taka et Moussa Fall ont assisté à la cérémonie. Dans le cadre de la stratégie d'industrialisation et de souveraineté alimentaire au Sénégal, le bureau opérationnel du suivi et Petrosen se donnent la main pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Je remercie d'abord au nom du directeur général Petrosen pour avoir eu confiance ou placé sa confiance au boss pour la réalisation de cette étude extrêmement importante pour le Sénégal. Je pense qu'il faut toujours retourner à l'axe 1 du plan Sénégal émergent, qui est la transformation structurelle de l'économie. Et ce projet va nous permettre aujourd'hui de rentrer au cœur de cette transformation structurelle, parce qu'il va permettre en réalité de faire la jonction entre le secteur primaire avec l'extraction du gaz, le secteur industriel par la transformation en urée, mais surtout le secteur tertiaire, parce qu'il va falloir faire de la commercialisation. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, le projet va être en tout cas installé au port de Ndayane. Ce projet d'un coût d'1,52 milliard de dollars va avoir un impact sur le produit intérieur brut du Sénégal. Nous parlons d'un investissement de 1,52 milliard de dollars, soit plus de 600 milliards de francs CFA. C'est extrêmement important. Ça, c'est un investissement direct et il va constituer un impact direct sur le produit intérieur brut du Sénégal. Baye Eliman Gueye revient également sur les impacts que ce projet aura au Sénégal, notamment l'augmentation de la production agricole afin de réduire le déficit de la balance commerciale. L'urée va permettre en tout cas à nos producteurs d'augmenter leur capacité de production et en tout cas d'augmenter également la productivité agricole au niveau du Sénégal. Ça, l'impact net, c'est une augmentation des produits agricoles qui peut impacter les prix locaux. Et comme vous le savez, l'inflation que nous avons connue récemment est originaire du secteur primaire. L'autre point le plus important, c'est qu'on aura à peu près plus d'1 million de tonnes qui vont être destinées à l'exportation. Le bureau opérationnel du suivi et Petrosen se donne la main pour contribuer à la transformation structurelle de l'économie en phase avec l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Un peu de sport à présent. En France, Marseille et 6 Sénégalais s'enlisent dans la crise après la défaite face à Brest. Lamine Camara et Metz s'enfoncent dans le bas du tableau. Pendant ce temps, en Angleterre, Nicolas Jackson commence à se réveiller avec Chelsea. Et enfin, Baignan marque son deuxième but avec Empoli. Le Tour d'Europe des Lions et signé Cheikh Diop. En France, Marseille n'arrive toujours pas à gagner en 2024. Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye étaient titulaires, mais les Phocéens ont été battus par Brest à 10, 1-0. Lamine Camara et Metz sont de plus en plus proches de la relégation. Ce week-end encore, lui et Sadibou Niane ont débuté mais finalement battus par Montpellier, 3-0. Ismail Jacobs a débuté avec l'AS Monaco, battu également par Toulouse, 2-1. Mory Diaw lui a sauvé à plusieurs reprises son équipe et a même arrêté un penalty, mais c'est finalement une défaite pour Clermont, 3-1 face à Rennes.
Bamba Dieng a participé de peu à la large victoire de Lorient face à Strasbourg, 3-1. En Angleterre, c'est peut-être le réveil tant attendu de Nicolas Jackson. Titulaire avec Chelsea sur la pelouse de Manchester City, l'attaquant des Lions a rendu une copie presque propre, délivrant même la passe décisive sur le but qui a permis aux Blues de faire match nul, un but partout. Titulaire également avec Tottenham, Pape Matar Sarr et les Spurs ont été surpris à domicile par les Wolves 2-1. En Italie, pour finir, Mbaye Niang est très en forme avec Empoli. Entré en cours de jeu, il a égalisé face à la Fiorentina un but partout, son deuxième en 2 matchs avec son nouveau club, en plus d'une passe décisive délivrée la semaine passée. Et cette information qui nous vient de la Guinée, la dissolution du gouvernement dans un décret qui vient d'être lu à la télévision par le général de brigade Amara Camara, ministre, secrétaire général de la présidence et porte-parole du président de la transition. Le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya a dissous le gouvernement dirigé par le premier ministre Bernard Goumou. Dans le même acte du chef de l'État, la gestion courante des affaires du gouvernement sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement. Toutefois, le dit décret n'invoque aucun motif pour justifier ces dissolutions qui a presque surpris plus d'un en Guinée ce soir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Tout de suite, la suite du RSA, le retour sur l'actualité. Bonne suite des programmes.